Alors, cher public, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Darius Rochebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes présentateur vedette du 1930. Vous avez votre émission Pardonnez-moi. Vous copilotez Ma Parole. C'est la vie active dont vous aviez toujours rêvé. Oui, je suis très content d'avoir une vie active. Je trouve que ça fait partie des choses qui vous tiennent. Plus vous êtes actif, souvent l'activité amène l'activité. Voilà, je crois que c'est vrai dans tous les métiers. Là, on est au comptoir. Tous les métiers sont représentés et je sais très bien que certains de ces métiers, par exemple les métiers de bouche ou quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes boucher, quand vous êtes boulanger, si vous fermez trop souvent, les choses vont pas bien pour vous, les affaires vont pas bien pour vous. C'est vrai pour tous les métiers, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les médecins. Moi, j'ai davantage confiance dans un médecin qui a soigné énormément de gens dans toutes les circonstances, parfois même sans aller jusque-là. Mais enfin, vous savez que les médecins qui ont servi en zone de guerre sont souvent plus performants parce qu'ils ont eu plus de cas extrêmes que si vous êtes ici. Voilà, pour un journaliste, c'est pareil. Plus vous avez varié les expériences, les activités, plus vous en avez fait, plus vous avez des chances d'avoir de l'expérience. Une carrière dans le journalisme, c'était un rêve d'enfant? Non, pas forcément, mais ça faisait partie des... Quand j'étais tout petit gamin, déjà, je regardais beaucoup la télévision. Donc, j'avais pleuré pour convaincre ma mère de m'acheter une télévision. À l'époque, c'était des vieux postes noirs et blancs. Les personnes qui ont un certain âge ici s'en souviennent sûrement. Vous savez, il y avait l'antenne qu'il fallait plus ou moins orienter sur le téléviseur pour avoir une image correcte. Voilà. Et je me rappelle que j'aimais bien déjà le journal télévisé. Mais j'ai hésité avec d'autres métiers, voilà, comme tout le monde en général. C'est rare d'avoir une vocation unique. Votre carrière, elle a démarré par la presse écrite, notamment au Journal de Genève Oui. et à l'Illustré. Quel souvenir vous gardez de cette expérience à la presse écrite? Bon, c'était un autre temps. On était avant l'usage d'Internet, avant l'usage de l'informatique. Donc, moi, j'ai commencé dans une presse. Pourtant, j'ai pas 65 ans. Mais c'était fin des années 80. Le journal de Genève, c'était encore presque un journal du 19e siècle, c'est-à-dire que vous finissiez votre article à la machine à écrire à l'étage, et en dessous, il y avait les rotatives qui tournaient, donc vous entendiez déjà, quand vous finissiez votre pige à 22h, vous entendiez déjà les rotatives qui tournaient, et qui commençaient à imprimer le journal. Donc c'était vraiment une impression très physique. J'ai vu encore, par exemple, les plombs, c'est-à-dire on ajustait les lettres en plomb pour imprimer. Voilà. Et mis à part ça, c'est une presse aussi qui a beaucoup changé évidemment sur le contenu. Il y a une photo de vous serrant la main à Yasser Arafat dans les années 90, peu avant la guerre d'Irak, dans un cave secrète, c'était ça. Vous étiez déjà fervent de l'interview exclusive, de l'instant inédit? Oui. Bon, vous savez, quand les interviews, quand vous êtes journaliste, vous en faites beaucoup. C'est pas forcément les plus difficiles à décrocher qui sont les plus intéressantes. Parfois, il y a des anonymes ou des gens qui ont une expérience de vie particulière, qui ont une force d'émotion ou bien qui vous amènent des informations plus grandes que des personnages éminents. Mais c'est vrai que quand vous avez l'occasion de voir des gens qui, entre guillemets, font de l'histoire, il y a un petit effet de fascination. Même si vous êtes petit journaliste, vous savez que votre rôle est nul dans l'affaire, mais voilà, vous avez tâté le bestiau, comme on dit dans un salon de l'agriculture. Vous avez vu sa façon de s'exprimer, vous avez capté une personnalité. Et Arafat, j'étais très jeune, je sais pas, je devais avoir 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais allé le voir à Tunis. Et tout était assez romanesque parce qu'à l'époque, il vivait encore comme vous dites, dans une cave secrète. Enfin, secrète est relatif, mais quand même, c'était pas un lieu officiel. Il fallait descendre dans un sous-sol. Il vivait dans un sous-sol dans Tunis. Et pour vous amener au lieu de l'interview, pour être sûr que vous ne puissiez pas ensuite reconstituer le chemin, on vous mettait dans une voiture, on roulait très vite dans Tunis, dans tous les sens, pour que vous ayez un peu la tête tournée, que vous soyez perdu. Et voilà. À l'époque, j'avais encore maintenant, j'ai toujours la phobie de ce qui ne marche pas. Donc j'ai toujours, par exemple, j'ai 2 portables, parce que je me dis que si un tombe en panne, j'en ai un deuxième. Et à l'époque, c'était les stylos, et j'avais peur de ne pas avoir de perdre un stylo, donc j'en avais une dizaine. Et ils avaient peur des attentats par stylo. Vous savez, il y avait eu plusieurs attentats où, à la place du stylo, c'était une pique empoisonnée.
Donc je vois encore le pauvre garde du corps qui a vu ma boîte remplie de stylos, il devait en avoir 20. Et puis il s'est piqué le bras avec les 20 stylos lui-même. Alors, il avait 20 points pour être sûr qu'il n'y ait pas de poison dans un des stylos. Vous évoquiez Internet. Ah. L'exercice de votre métier a connu les profonds changements survenus avec Internet. Les codes ont été changés. Comment vous les avez vécus, ce passage assez délicat? Bon, Internet a changé beaucoup de choses. D'abord dans la recherche d'informations, parce que les choses sont très différentes. Si vous cherchez par exemple un témoin, aujourd'hui sur Facebook ou sur Twitter, je poste une demande et puis dans les minutes qui viennent, on a des dizaines de réponses. Avant, c'était très compliqué. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, dans la diffusion, dans la consommation de l'information, ça a beaucoup changé. À mon avis, en mieux, parce que ça a amélioré l'effet de correction, par exemple. Aujourd'hui, si vous commettez la faute la plus infime, dans les minutes qui suivent, vous avez sur Twitter, par exemple, ou sur Facebook ou autre, des gens qui réagissent, qui la pointent, vous pouvez vous corriger. Avant, on attendait un courrier qui arrivait 2 ou 3 jours plus tard, on y répondait plus ou moins. L'effet de correction est beaucoup plus grand qu'avant. Il permet aussi, minute par minute, aux médias vraiment de s'auto-corriger, d'être sous le feu de la critique aussi. C'est très sain, la critique. Moi, je dis toujours aux journalistes débutants que la peur est un très bon sentiment, très utile, la peur de se tromper. Et quand vous êtes dans le monde d'Internet, vous avez sans arrêt peur, parce que vous savez que le lecteur, c'est pas quelqu'un de théorique qui peut-être verra votre faute. C'est quelqu'un qui est branché en permanence, qui va pouvoir vous interpeller tout de suite. Et ça amplifie la peur, mais la peur salutaire. Et qu'est-ce qui vous a fait décider de passer de la presse écrite à la télévision? Très bêtement, j'étais pigiste. Donc pigiste dans notre métier, vous êtes payé à la pige, donc vous devez trouver un moyen de revenus. Donc je cherchais une place fixe. Et puis j'avais pas été engagé au Journal de Genève, donc voilà, j'ai postulé à la télévision. Aujourd'hui, après 17 ans en tête du 19-30, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous redoutez du direct? Oui, bien sûr, chaque jour. Chaque jour, il y a la crainte de commettre une faute, il y a la tension du fait que vous devez quand même maîtriser une matière aussi assez variée, parce que par définition, le journal, vous touchez à tout. Et vous avez une vingtaine de sujets où vous devez passer de sujets très graves à des sujets très légers. Et cette tension-là, elle existe toujours de la même façon. Par contre, les réseaux sociaux, c'est un monde que vous ne redoutez pas. Si on vous suit, on voit que vous êtes très à l'aise sur Twitter, Facebook. Je redoute aussi les réseaux sociaux. Il faut avoir peur toujours et partout. Les réseaux sociaux, c'est aussi très risqué parce qu'il y a toujours le risque du dérapage. Quand vous postez quelque chose, les réponses, heureusement 99% des gens sont très respectueux dans les deux sens, d'ailleurs même si c'est pour des critiques, ils les font de manière constructive, mais il y a parfois 1% ou 1 pour 1000 où il faut corriger, enfin il faut enlever le commentaire, etc. Donc il faut être attentif là aussi. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une conversation générale qui est assez fascinante et qui vous ouvre l'esprit parce que vous avez tout à coup l'irruption de tout le monde, y compris les extrêmes, y compris les osos. Parfois les osos ont des bonnes idées. Il y a, vous savez ce que c'est, parfois tous les journalistes savent ça, parfois c'est un marginal révolté qui vous amène le scoop parce que tout à coup il a un sentiment de révolte contre la société ou son entreprise ou etc. qui fait qu'il aura le petit grain de folie qui fait de lui une source d'information. Ça se voyait beaucoup avant. Moi je voyageais dans les pays de l'Est sous les régimes de domination soviétique. C'était souvent le cas. Souvent les opposants, pas toujours, mais souvent les opposants avaient un petit côté marginal aussi. Voilà, donc il y a tout le monde sur les réseaux sociaux et sur Internet, et c'est très enrichissant. Et ça pousse aussi le journaliste à une forme de modestie, parce que parfois d'abord on voit des blogs qui sont faits par des amateurs qui sont de très grande qualité, même si à l'arrivée il faut revenir aux grands médias institutionnels qui sont des sources de vérification quand même irremplaçables. Quand vous surfez, je ne sais pas si vous faites pareil, moi je le fais quand je suis chez moi. Souvent, vous allez sur les blogs les plus bizarroïdes parce que vous dites, tiens, il y a peut-être une information, etc. Mais vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est fake, par exemple. Et à la fin de votre navigation, vous avez quand même envie de revenir sur lemonde.fr ou sur rts.ch, enfin sur des sites où vous vous dites, voilà, l'information a été vérifiée à un degré.
degré supplémentaire. Voilà. Alors, à l'heure où les jeunes sont hostiles envers les médias, mais très présents sur les réseaux sociaux, c'est un moyen, les réseaux sociaux, de rester en contact avec eux, les conquérir. Bien sûr, oui, tout à fait. Les réseaux sociaux, en réalité, maintenant, c'est un moyen de toucher toutes les générations parce que, en tout cas sur Facebook, on voit bien qu'il y a tout le monde. Il y a beaucoup dames d'un certain âge, il y a les gens qui sont au travail, même si parfois c'est interdit par leur employeur. Donc il y a vraiment tout le monde. C'est un moyen de toucher différemment les gens, c'est-à-dire tout au long de la journée, peut-être il y a une image ou une info qui va éveiller leur curiosité. Ce qui n'empêche pas, on l'espère, mais pour l'instant ça marche, qu'ils regardent quand même le 19-30 après. On peut lire beaucoup de témoignages de la part des jeunes sur Twitter, notamment, j'en cite un. Je soupe beaucoup plus souvent avec Darius Rochebin qu'avec mes propres parents, hashtag 1930. Il reste révélateur quand même d'une génération Darius qui a grandi avec vous au 1930. Ça vous touche? C'est drôle, oui, parce que vous voyez l'effet du temps, quoi. Quand je vois quelqu'un qui a 17 ans maintenant, par exemple, il a pu me voir à la télé depuis qu'il était tout enfant. Et puis le journal télévisé, c'est un exercice très spécial. Il y a un journaliste à l'époque célèbre, qui maintenant est devenu écrivain, qui s'appelle Philippe Labro, qui dit c'est un des rares exercices où vous regardez les gens dans les yeux. Et c'est vrai que dans les talk-shows, par exemple, vous regardez les chroniqueurs, vous regardez les invités, mais il n'y a pas ce rapport vraiment où vous fixez la caméra et où vous regardez les yeux, les gens les yeux dans les yeux. Même si ça se fait un peu moins maintenant. Avant, il y a des périodes, vous savez, il y a des modes dans les mises en scène des journaux télévisés. Et je pense qu'ici, beaucoup se rappellent, par exemple, Patrick Poivre-d'Arvor. Il y a des présentateurs de journal qui surjouaient ça, c'est-à-dire vraiment, ils regardaient le téléspectateur au fond des yeux, ils susurraient comme s'ils leur parlaient à l'oreille, voilà. Moi, je fais moins ça, et puis on a une mise en scène du journal qui ne se conçoit pas comme ça, c'est quand même des plans plus larges, etc. Mais il y a toujours ce rapport direct, quoi. Il y a aussi le revers de la médaille, de votre notoriété, les critiques, vous les avez évoquées juste avant. Elles vous touchent parfois, vous êtes sensible à vos détracteurs? Bien sûr, on est toujours sensible, on n'a jamais le cuir assez épais pour échapper aux critiques. Sur Twitter, par exemple, j'ai une ou deux personnes qui me détestent et je sais toujours que dès que je vois qu'elle a réagi, je sais qu'elle enverra une vacherie. C'est un monsieur en l'occurrence. Voilà, je le prends en même temps, c'est très simple parce que ça vous pousse à faire attention, ça vous pousse à réagir. Ça éveille un peu l'esprit. Il faut toujours se méfier quand les choses vont très bien, c'est là où c'est risqué. On faisait allusion tout à l'heure aux gens qui sont là dans un salon comme le Comptoir. Les commerçants savent très bien ça. Hein. Quand tout va bien, c'est là où il faut se renouveler. On vous a notamment critiqué avec votre dernière interview de Vladimir Poutine. C'est difficile de veiller à son objectivité de journaliste face à l'opinion publique. On vous reprochait de faire de la publicité au Kremlin. Comment vous leur répondez? Bon, c'est toujours difficile parce que là, il y a une sorte de curseur, c'est-à-dire si vous êtes trop agressif dans une interview, les gens ne l'aiment pas. Si vous ne l'êtes pas assez, c'est mauvais aussi. Le public, par exemple, est très sensible à ça. Hein. Si vous interrompez un tout petit peu trop la personne à qui vous parlez, vous savez que c'est question toujours dans les émissions comme Infrarouge, etc., ça se pose souvent. Et puis si vous laissez aller et puis vous ne dites rien et puis que vous êtes absent, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver un bon milieu. Mais c'est un art qui est compliqué. Et puis quand vous faites une interview, vous pensez à ça, mais vous pensez aussi est-ce que la caméra marche, combien de temps il me reste, qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce qu'il faut écouter ce que la personne dit pour rebondir. Donc toutes ces contraintes se surajoutent les unes aux autres. L'interview avec Vladimir Poutine a fait beaucoup parler d'elle, mais vous n'êtes pas à votre premier coup de maître depuis le début de l'année. Il y a eu Sepp Blatter au lendemain des révélations de la FIFA. 2015, c'est votre année. On ne peut jamais dire ça parce qu'il y a une grande part de hasard vraiment dans ce que vous faites, dans nos métiers. Voilà, et les choses se font, ne se font pas souvent, ça tient à très peu de choses. En général, le métier de journaliste a gardé un tout petit côté bohème que les gens sous-estiment.
Ils ont l'impression que les choses sont très préparées, etc. Souvent, c'est l'occasion qui crée le larron. J'avais interviewé par exemple le président iranien, Rouhani, quand il était à Davos. Et je voulais tellement faire l'interview qu'à la fin, je m'étais glissé dans leur délégation. Et comme je suis d'origine iranienne et que je peux passer pour iranien, les autres disaient, tiens, ça doit être un jeune diplomate, enfin jeune plus ou moins par rapport à eux qui étaient plus âgés, iranien. Et donc, ils ont mis un moment avant de se rendre compte que j'étais pas des leurs, donc j'ai pu m'infiltrer dans leur groupe. Voilà, donc il y a toujours une part de hasard. Donc vous ne savez pas si ça marchera ou non la prochaine fois. Et on vous pardonne tout, Darius Rochebin. Vous arrivez à glisser les commentaires les plus gênants dans une interview avec le grand sourire. On vous apprécie aussi beaucoup pour ça. Vous êtes conscient de cette force? Bon, sourire, faut essayer d'être... D'abord, vous savez, la télé, c'est un bon révélateur de ce que vous êtes dans la vie. Et c'est pourquoi je ne crois pas du tout aux gens qui disent, dans les campagnes électorales, par exemple, qu'on fabrique une personnalité. En réalité, la réalité d'une personne apparaît à l'écran. Et moi, je suis assez souriant dans la vie. Je suis même, en fait, plus souriant peut-être qu'à la télévision, parce que vous présentez le journal, par la force des choses, c'est souvent assez sérieux. Et c'est vrai que ça facilite les choses. C'est vrai que ça facilite les choses. Peut-être que le côté vaguement asiatique du côté de mon père aide à ça. Vous savez, on dit que les Asiatiques sourient toujours, même quand ils sont de mauvaise humeur ou même quand vous le... Et c'est vrai que je me rappelle très bien quand j'étais allé au tsunami dans cette ville de Kaolack qui avait été submergée par la vague géante. J'avais été vraiment fasciné parce qu'il y avait les Thaïs qui s'occupaient des cadavres des gens, parfois de leurs proches, et en même temps ils souriaient. Et c'était assez frappant, c'était même un peu troublant parce qu'ils faisaient à manger à côté, alors ils faisaient des petites brochettes de poulet, il y avait le cadavre à côté, ils souriaient en même temps, ils vous proposaient une brochette de poulet à côté et c'est à la fois troublant pour un occidental et en même temps c'est assez beau parce que c'est une façon d'aborder la vie qui est toujours dans le sourire et une sorte d'effort sur soi-même pour sourire. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous rêvez d'interviewer ? Oui, il y en a plein. Évidemment, les coups, entre guillemets, c'est... Si vous interviewez Obama ou Madame Clinton en ce moment, évidemment, c'est génial pour les reprises et ça fait partie du jeu. Les médias sont dans une situation de concurrence saine, c'est-à-dire c'est à qui décrochera telle interview, telle info, etc. Et puis sinon, bien sûr, il y a des gens qui peuvent vous fasciner tout à coup. J'ai souvent interviewé Gorbatchev, par exemple, qui est un personnage qui a beaucoup compté pour moi parce que je m'intéressais beaucoup au monde soviétique, etc. Là, il y a une envie personnelle. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Vous savez, quand vous êtes journaliste, par définition, vous devez vous intéresser à des domaines que vous ne maîtrisez pas forcément. Dans un journal télévisé, il y a, je dirais, une vingtaine de sujets. Tout à coup, vous devez vite vous documenter. Alors, bien sûr, vous allez sur Wikipédia, vous vérifiez que Wikipédia ne dit pas trop de bêtises. Bon, en général, c'est assez bien fait. Et voilà, ça m'est arrivé d'interviewer des musiciens, par exemple, alors que je suis nul en musique, ou bien des tennismen. Voilà, si je fais une interview de Wawrinka, j'essaye de me défendre, mais je suis très, très amateur en sport, donc d'un point de vue purement technique, je sais que je serai largué. Et comment est-ce que vous choisissez vos invités pour Pardonnez-moi ? Je les choisis en fonction de l'actualité, beaucoup en fonction des opportunités, de ce qui se présente. Et puis aussi, 25 minutes, il faut que la personne ait vraiment des choses à dire, parce que 25 minutes, ça paraît court, mais en télévision, c'est très long. Et si quelqu'un n'a pas de fond, ça m'est arrivé, il y a des acteurs, par exemple, qui n'ont pas grand-chose à dire à part vendre leur film. En 25 minutes, alors c'est vraiment très difficile. Après 10 minutes, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que ça serait bien pouvoir demander à... Le métier de journaliste, il n'a pas toujours bonne presse. Aujourd'hui, on dit que la qualité de l'information est mauvaise parce qu'on va toujours plus vite avec Internet. Tout le monde peut être journaliste. Est-ce que vous êtes aussi de cette politique-là à dire c'était mieux avant ? Non, au contraire. Je pense que Internet a amélioré le métier de journaliste parce que
comme je le disais, ça permet vraiment de traquer d'abord la moindre faute. Dans les secondes qui suivent une imprécision, vous avez sur des forums, sur Facebook, sur Twitter, une pluie de réactions qui disent attention, tel mot s'orthographie pas comme ça, etc. Donc ça pousse vraiment à la précision. Même la vitesse pousse à la précision, paradoxalement. C'est-à-dire c'est une idée reçue fausse de penser que plus on a de temps, plus on va vérifier les choses, etc. Il y a un rescapé des camps allemands qui s'appelait Primo Levi qui disait « Pour faire les choses, il ne faut pas avoir le temps de les faire ». Et c'est vrai que la pression est quelque chose de très précieux en tout, dans tous les métiers. Plus vous êtes sous pression, enfin il faut que ça reste évidemment raisonnable, mais la pression amène à être meilleur. Et Internet est une forme de pression très, très intéressante. Et puis alors vous avez évidemment une masse de moyens à disposition qui font que aussi en termes de quantitatif, vous améliorez votre travail de journaliste. Il y a beaucoup de choses entre guillemets un peu amateurs qui se faisaient dans le passé qui ne peuvent plus se faire. L'autre jour, je citais cet exemple, c'est pas très charitable, je ne citerai pas le nom, mais j'avais une consoeur qui travaillait au service étranger quand je suis arrivé au journal, qui, quand elle devait commenter un événement à l'étranger, faisait un copier-coller de l'article de Libération. Parce qu'elle se disait, qui est-ce qui lit Libération en ce moment? Pas grand monde, donc elle faisait à l'époque, c'était même pas copier-coller, puisque ça n'existait pas la touche, donc il fallait recopier des pans entiers de l'article, et ça passait inaperçu. Parce que c'était une pratique du journalisme un peu plus bohème, un peu plus relâché, un peu plus... ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens de grand talent, et voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous faites ça, dans les secondes qui suivent, c'est repéré. Et vous vous ridiculisez, c'est impossible, etc. Donc il y a une forme de critique saine que vous subissez en permanence et qui vous pousse à vous améliorer. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes journalistes qui se lancent aujourd'hui? Oh, il y a je crois que c'est Paul Valéry qui disait qu'il y a des métiers hystériques. Et le journalisme fait partie des métiers hystériques, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vraiment le faire à moitié. Si vous le faites, il faut avoir la rage de le faire, la rage d'être informé et d'informer à tout instant. Il faut une curiosité un petit peu hors norme. C'est un métier qui se pratique difficilement à mi-temps, etc. Donc il faut avoir une curiosité et une rage de faire quand même très 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 développée. Aujourd'hui, Claire Chazal fait son dernier TJ. Vous y pensez parfois au dernier téléjournal? Pas vraiment, dans la mesure où je suis d'un fond tellement méfiant que je sais que ça peut chaque jour être le dernier journal. On peut se casser la figure dans sa baignoire et puis tomber, ou dans les escaliers. On peut tomber malade du jour au lendemain. On peut commettre une bourde énorme chaque jour. Je veux dire, tout ça est humain. Donc ça peut toujours être le dernier journal. Ou le dernier jour de travail, etc. etc. Donc j'ai pas du tout ce fantasme. Je vois des présentateurs qui durent depuis un certain temps, qui se disent « Ah, je vais viser 2020, ou je sais pas quoi ». J'ai jamais eu ce genre de fantasme parce que je sais que tout est toujours fragile. Chaque jour pousse l'autre. C'est d'ailleurs un des charmes du métier. Le mot journal vient bien de là. C'est la force du jour. Et vous donnez chaque jour, si possible, votre maximum, et vous savez que le lendemain, d'abord, rien ne vous sera pardonné. Parce que même si vous faites 1000 journaux très bien, si le 1001e vous dites une grosse bêtise, on ne vous le pardonnera pas. Ce qui est normal. Si vous allez si vous allez chez un chirurgien, même s'il a fait 999 opérations impeccables, si lui vous rate à la 1000e, vous ne lui pardonnerez pas. Et c'est tout à fait le jeu, quoi. Qu'aimez-vous faire en dehors de vos activités professionnelles? Voilà, venir au comptoir. Non, j'aime des choses très simples, marcher, lire, me balader en famille. Enfin, mais je peux très bien couper. Je ne vis pas dans le journalisme. Quand je ne travaille pas, je peux très bien couper, bien sûr. Vous évoquez la lecture. Vous êtes un amoureux de la littérature. Ouais. Il y a un livre comme ça que vous aimez citer, ou plus qu'un autre, ou un livre qui vous a marqué plus qu'un autre? Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Morand, mais il y en a plein. J'aime beaucoup Rousseau, j'aimais beaucoup Flaubert. Mais là j'ai un livre de Paul Morand sur New York, par exemple, que j'ai dans la voiture. Et tout à l'heure, j'étais sur une terrasse en attendant de venir ici, j'ai feuilleté. Voilà, c'est vrai que la lecture, c'est
c'est une oxygénation qui est assez précieuse. Une dernière demande d'Arius Rochebin de compléter cette phrase. L'avenir appartient à... L'avenir appartient à ceux qui croient. Je crois beaucoup à la foi, pas forcément à la foi religieuse. D'ailleurs, quand vous êtes journaliste, par définition, vous êtes plutôt critique et plutôt sceptique. Ça fait partie vraiment du travail. Mais la force de la foi est quelque chose de très très puissant. Quand vous croyez vraiment que vous allez décrocher une interview, que vous allez faire telle ou telle carrière, mais quand vous croyez aussi en Dieu, au socialisme, au capitalisme, peu importe la foi, mais la force, la vraie foi, quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça m'est arrivé d'ailleurs dans mes interviews de croiser des gens. Alors c'était parfois des religieux, un Jean-Paul II ou une sœur Emmanuel, etc., qui étaient pénétrés d'une foi extrêmement puissante. Mais vous citiez Poutine, la foi nationaliste de Poutine est quelque chose aussi de très, très fort. Mitterrand qui avait la foi en son destin. Qu'est-ce que je pourrais citer en Suisse aussi. J'ai interviewé très souvent des gens qui avaient des destins hors normes parce qu'ils y croyaient avec une force particulière. Arius Rochebin, merci. Merci à vous. Merci. Il y a des discussions avec... Est-ce que le public a des questions? Bien sûr, il y a toujours des questions. C'est plus rigolo. Ah bah après la photo, mais d'abord des questions si vous voulez. Oui. Ou des critiques ou des vacheries. S'il n'y a pas de vacherie, c'est pas bien. Salut, ça va. Alors. Pas de question. Une question? Ah oui, il y a une question. Alors, je vous donne mon micro. Mais c'est le micro qui... Darius Rochebin, d'habitude vous êtes de l'autre côté de la barrière. Vous vous retrouvez en face d'une jeune journaliste et de répondre à des questions. Est-ce que ça vous met dans une situation de stress ou plutôt détendu? Comment vous vous sentez en fait? Je disais tout à l'heure que je suis un peu méfiant de nature. Je suis toujours un peu stressé. Je me méfie toujours. Je pense que la méfiance est bonne conseillère. Je parlais tout à l'heure de Paul Morand. C'est un auteur qui dit... Il donne 2 conseils dans la vie. C'est défiance d'abord, méfiance ensuite. Donc il faut d'abord se défier quand on ne connaît pas. Et même quand on connaît, il faut se méfier un peu. Et c'est vrai surtout des journalistes parce que par définition, les journalistes, quand ils sont bons journalistes, même s'ils vous aiment bien, même s'ils vous connaissent, leur but est de faire sortir la vérité. Donc parfois de piquer, de titiller. Voilà. Et un journaliste français célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Gisbert, François-Xavier Gisbert, qui a une réputation d'être odieux auprès de beaucoup de gens parce qu'il a souvent été très ami avec des hommes politiques pour les poignarder ensuite. Il y a par exemple une photo incroyable où il est avec Chirac, ils faisaient du bateau ensemble et puis ils sont tous les deux sur le pont du bateau, puis on les voit comme ça vraiment comme les meilleurs amis du monde en train de prendre le soleil. Et il a fait un livre ensuite où il est très, très cru sur Chirac, où il dit beaucoup de choses assez négatives. Et il dit qu'il ne faut jamais avoir confiance dans les journalistes parce qu'ils vous trahissent toujours. Et c'est vrai que par métier, un journaliste peut être amené à trahir parce qu'il est censé servir la vérité. Alors, parfois c'est une vérité un peu élevée, parfois c'est un peu des commérages, mais la frontière n'est pas toujours facile à tracer. Et puis je disais avant, la peur, c'est un bon... Dans tous les métiers d'ailleurs. Moi, quand je vais chez le médecin, j'aime que mon médecin ait peur de faire une erreur médicale. C'est un bon moteur. Le jour où le médecin est un notable qui se dit de toute façon moi je suis intouchable, je risque rien, c'est là où il y a des erreurs médicales. Donc voilà. Mais bon, là j'exagère pas non plus, j'étais pas dans un stress. Voilà, et c'était très. Je remercie beaucoup de l'accueil de Labo 24. Je les connais déjà d'avant d'ailleurs. Ils sont très doués. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas moi. Hein. Darius Rochebin, une question. À part, tu as vu l'actu Petit Camé des jeunes à la télé, est-ce que vous pensez que ce soit possible de reproduire une expérience comme Labo 24 à l'intérieur de la télévision? Il y a des expériences, il y a toujours eu des moyens, mais celle-là est très aboutie et je vois qu'elle dure dans le temps, donc c'est très précieux, mais il y a toujours eu des moyens pour des journalistes débutants de se faire les dents, bien sûr. Moi, je l'ai fait beaucoup. Moi, j'ai eu une existence assez bohème pendant des années, parce que j'étais ce qu'on appelle pigiste. Donc, on était payé à la ligne, 1 franc la ligne.
Donc vous travaillez toute la journée pour gagner 50 francs à l'arrivée. Bon, même à la fin des années 80, avec 50 francs par jour, vous ne faisiez pas grand-chose. Donc c'est un métier qui a gardé une petite dimension bohème. Souvent, pour arriver, il faut commencer par faire des petites choses, se faire remarquer dans une radio locale, etc. D'ailleurs, aux débutants, je dis toujours, faites. C'est toujours douteux quand vous avez quelqu'un qui arrive qui dit « j'aimerais être journaliste, mais n'a jamais rien fait de concret ». Donc plus vous avez fait des petites choses, des radios locales, même des journaux d'étudiants, etc., meilleur signe c'est. Voilà. Et la télé, c'est un média assez lourd, donc c'est moins facile parfois de faire de la place à des modules, disons, débutants. Voilà. Mais chez nous aussi, il y a des stages, etc. Mais c'est vrai que c'est très précieux. Le talent en journalisme se repère très vite. Ça éclate. C'est une profession qui reste assez inégalitaire, parce que quelqu'un qui écrit bien, par exemple, écrit bien. Et même si vous êtes l'homme le plus égalitaire du monde, la différence est cruelle entre la bonne et la mauvaise plume. Vous voyez ça partout, chez les chroniqueurs, dans tous les métiers du journalisme, les différences se voient très vite. D'autres questions? Ah, c'est la maison qui... Darius, aujourd'hui, Claire Chazal présente son dernier JT. Est-ce que c'est quelque chose, une échéance à laquelle vous pensez? Une petite question vache, quand même. Oui, bien sûr. C'est ton métier. Non, je disais tout à l'heure, j'y pense oui et non, dans la mesure où moi, je suis d'un naturel assez prudent. Je sais que ça peut arriver chaque jour. Parce que tu peux te casser la gueule, tu peux tomber dans la baignoire, tu peux commettre une bourde énorme qui fait que tu te grilles professionnellement. Tout est toujours possible, c'est humain. Et j'ai jamais eu le fantasme des gens qui se projettent en disant voilà, je vais durer 20 ans et puis j'espère que je finirai en 2025, je sais pas quoi. Voilà. Je pense que c'est très présomptueux. Et on est dans un métier vraiment où, enfin, tu le sais mieux que moi, mais où chaque jour est un combat, quoi. Il faut. Je lisais là, il y a une phrase du cardinal de Retz qui disait dans les grandes affaires, il n'y a pas de petits pas. Et c'est vrai que dans le journalisme, il n'y a pas de petits pas. Vous pouvez faire un article magnifique. S'il y a une faute, ça nous est arrivé récemment, on a souvent eu des fautes, vous savez, dans les sous-titres, les synthés. Vous pouvez faire un journal parfait. S'il y a une erreur de synthé, les gens disent ils sont pas sérieux à la RTS, ils ne savent même pas écrire gros de veau. Et vous le payez des semaines après, parce que la personne dont le nom a été massacré à l'antenne, des semaines après s'en souviendra. L'autre jour, j'ai mal prononcé le nom d'un village valaisan. Et d'habitude, je fais très attention parce que toujours, je vérifie, je cherche dans la rédaction qui est valaisan pour dire comment est-ce qu'on prononce, etc. Là, je pensais à autre chose. C'est une grave erreur parce que je sais que dans 30 ans, les gens de ce village en question, quand ils me verront, ils diront « Ah oui, vous êtes bien gentil, monsieur Rochemin, mais vous ne savez même pas comment on prononce le nom. » Voilà, donc c'est... Les plus petites fautes ne sont pas pardonnables, quoi. Donc il faut faire attention. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah oui, les jeunes? Des questions? Bah, justement, Claire Chazal présente son dernier JT. Vous pensez quoi de son départ anticipé? Un peu, quand même. C'est le jeu. Vous savez, dans mon cas, moi, j'ai pas de contrat de présentateur. Donc demain, mon patron peut me dire voilà, on a changé d'avis, c'est pas toi qui présenteras. On est tous exposés à ça. On est d'abord journaliste, puis ensuite, on peut être présentateur, mais c'est pas du tout un siège assuré. Voilà. Et puis en Suisse, on a vraiment une tradition très différente, c'est-à-dire là, on entre dans la cuisine interne, mais on est tous payés pareil. On ne gagne pas plus, on n'a pas un autre mode de vie parce qu'on est présentateur. Il n'y a pas non plus le même type de concurrence, c'est quand même beaucoup plus bon enfant. Alors évidemment, il y a des gens qui en théorie aimeraient faire la même chose, mais ça reste très bon enfant. Voilà. Il n'y a pas de critique. Il n'y a que Thierry Meyer qui a des critiques. Hein? En tout cas, 24 heures à une force de frappe. Là, je vois que vous avez le beau stand, etc. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Alors. Merci Merci de l'accueil, merci.